question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'année 2024 a été dramatique pour nos entreprises, conséquence des politiques menées par Emmanuel Macron et ses gouvernements. Une politique industrielle qui manque cruellement d'ambition, d'investissement, d'audace, se réfugiant derrière une pseudo-compétitivité pour faire des cadeaux fiscaux. Les plans de licenciement ont explosé en 2024 et vont s'intensifier en 2025 avec plus de 300 000 emplois menacés. La 3e circonscription de la Côte d'Or, que j'ai l'honneur de représenter, vient de connaître plusieurs annonces de fermeture de sites industriels. À Longwy, avec plus de 200 emplois menacés avec la fermeture de l'usine Tetra Pak. À Quetigny, avec la fermeture du site de production de Boiron. À Genlis, avec 150 emplois concernés par la fermeture de l'entreprise PPG La Cygnerie. Sans oublier le sort de 550 emplois de l'équipementier automobile JTEC de Chevigny-Saint-Sauveur. Monsieur le Premier ministre, l'usine PPG La Cygnerie a touché plus de 12,5 millions d'euros d'aide publique pour la recherche et le développement en 2017, présente un résultat net en 2023 de 50 millions d'euros de bénéfices. Le groupe PPG a quant à lui reversé 600 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires. Est-il normal que l'État ayant versé des fonds publics n'exige rien, laisse faire, laisse notre tissu industriel se déliter? Quand allez-vous demander la restitution de ces deniers publics dans de telles circonstances afin de financer l'accompagnement, la reconversion industrielle des territoires? Repenser l'attribution de fonds publics afin de conditionner au respect de critères sociaux et environnementaux. Enfin, peut-on espérer enfin de l'audace pour projeter la France dans une politique industrielle digne du XXIe siècle avec un plan massif de relocalisation? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la présidente, monsieur le député Primetich, la bataille pour l'industrie est une bataille qui nous occupe et d'ailleurs mon collègue Marc Ferracci est précisément en ce moment à Varsovie avec nos collègues européens parce que le premier front de cette bataille, c'est l'Union européenne. Et ça figure à l'agenda de la nouvelle commission qui vise précisément à donner à nos pays, aux 27 de l'Union européenne, les armes dans une concurrence qui s'intensifie et sur laquelle l'industrie joue un rôle clé. L'industrie joue un rôle clé pour l'emploi sur l'ensemble des territoires et aussi dans la transformation écologique, et permettez-moi d'insister sur ce point, puisque c'est l'industrie verte qui va nous permettre à la fois de ramener l'emploi sur nos territoires, d'être dans la concurrence internationale, évidemment de verdir notre économie, ce qui est un de nos objectifs stratégiques. Mais cette bataille, elle est extrêmement rude. Elle est extrêmement rude. Et non seulement il y a ce qui se joue aux frontières de l'Union européenne, il y a ce qui se joue sur nos territoires. Et c'est pour cela que nous sommes engagés avec le Premier ministre à une politique énergétique dynamique. Nous allons rapidement montrer la politique tarifaire d'EDF pour que le prix de l'énergie sur nos territoires soit un prix compétitif. Nous avons engagé 1,7 milliard d'euros pour la décarbonation de l'industrie. Nous avons protéger les allègements de charges dont bénéficient les entreprises et notamment les entreprises industrielles. Alors c'est vrai, hélas, dans cette bataille pour l'industrie, il y a des échecs, il y a des usines qui ferment et vous parlez de la papeterie Tetra Pak à Longwick avec une fermeture annoncée il y a maintenant un mois sur lequel les élus locaux, avec l'État, sont mobilisés pour trouver un repreneur et pour accompagner, si nous n'en trouvons pas, les salariés de cette entreprise, comme nous le faisons avec toutes les entreprises en difficulté. Voilà, mais vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés dans ces batailles, pour reprendre. Et le défaitisme, il n'y a pas de défaitisme, monsieur. Nous avons créé 500 usines en France depuis 2016 et nous allons continuer. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'étais hier à quelques pas d'ici devant l'Assemblée nationale où se réunissaient des professionnels du spectacle vivant. Je les ai trouvés, comme beaucoup d'entre nous ici, désabusés par l'annonce arrivée vendredi dernier. De la rumeur est venue la nouvelle, non pas du ministère, mais de la société Pass Culture. La part du collectif du Pass Culture est gelée. C'est un coup d'arrêt brutal porté à des milliers de projets d'éducation artistique et culturelle, ceux-là même qui constituent de véritables ponts vers la culture pour nos milliers d'élèves.
C'est une erreur de priver une génération de telles opportunités d'accès à la culture, au spectacle, au musée, à la pratique musicale et théâtrale. C'est également une attaque en règle faite à la promesse républicaine que porte l'école publique, l'égalité des chances par un accès universel à tout ce qui ouvre l'esprit et éveille. Notre devoir, c'est de nous assurer que la culture soit accessible à toutes et tous. C'est elle qui change les hommes, qui éduque, qui émancipe. Nous avons besoin d'un engagement absolu, car si nous cessons de soutenir les enseignants et les professionnels de la culture et que l'État se contente de distribuer des chèques, alors la culture n'a absolument aucun sens. Elle ne peut se résumer à un acte de consommation. Quel message voulez-vous envoyer aux artistes, aux compagnies, aux intermittents du spectacle quand, alors que la part individuelle continue de se déverser à flot, les projets collectifs de groupes classes, souvent d'établissements tout entiers, sont stoppés net? Madame la ministre, à l'heure où nous parlons, des dizaines de milliers de projets pédagogiques sont suspendus à votre décision. À l'heure où nous parlons, des centaines de milliers d'intermittents du spectacle sont sidérés et en colère. À l'heure où nous parlons, des centaines de milliers de professeurs dans tous les collèges et lycées de France subissent à nouveau le mépris de l'institution. Alors, Madame la Ministre, je vous pose la question, quand comptez-vous rouvrir la part collective du pass culture? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Florence Herouin-Léautey. Alors je voudrais rétablir quelques faits. D'abord que depuis 2022, le succès du pass culture est incontestable. Et je pense qu'on peut tous le saluer ici sur ces bancs, y compris ceux qui ne le défendaient pas au départ. Et vous voyez, l'an passé, 80% des élèves du secondaire ont pu pousser la porte d'un théâtre, d'un musée ou d'un lieu de mémoire grâce à ce dispositif. Et pour l'année scolaire en cours, la quasi-totalité des collèges et des lycées sont engagés, près de 4 millions d'élèves sont concernés et 160 000 actions culturelles sont financées. Ce succès, il faut naturellement le conforter, mais il est également nécessaire d'évaluer ce dispositif pour en garantir l'équité et l'efficacité. Et c'est le sens de la mission que je viens de confier à l'inspection générale de mon ministère. Parce qu'en effet, entre 2022 et 2024, les crédits inscrits en loi de finances sont passés de moins de 20 millions d'euros à plus de 60 millions d'euros, mais le coût réel, lui, a atteint 97 millions d'euros l'an passé. Et en 2025, nous avions prévu d'allouer 72 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de plus que la loi de finances initiale. Mais depuis le début de l'année, nous assistons à une flambée des réservations, mobilisant en quelques semaines près de 50 millions d'euros, soit les 2/3 de ce qui était prévu pour 2025. C'est pour ça que le ministère a dû suspendre la plateforme. Mais je veux vous rassurer, les établissements qui auraient engagé des activités sans avoir pu concrétiser leur financement pourront mener à bien leurs projets. La plateforme va rouvrir dans les prochains jours. Les projets validés et ceux qui ont été pré-réservés seront financés. Mon engagement est clair, permettre à chaque collégien, à chaque lycéen d'accéder à la culture. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la plus grande victoire idéologique de Donald Trump serait que nous ayons l'humanisme honteux. Le 22 janvier, une note de l'autorité française remise à Bruxelles nous scandalise. Elle évoque un report sine die de la directive sur le devoir de vigilance. Elle nie ainsi 10 ans de militance et de combat de la société civile pour les droits humains et la protection de l'environnement. Elle nie les délibérations que nous avons eues dans cette Assemblée à la quasi-unanimité. Elle nie le long parcours législatif au sein du trilogue qui a abouti en avril dernier à l'adoption d'une directive. Quelle brutalité! Sur le forme et sur le fond maintenant. La remise en cause de cette directive reviendrait au triomphe de Shine et au déni des millions de victimes de tous les Rana Plaza du monde. Elle serait oublieuse du fait qu'il y a aujourd'hui dans le monde 160 millions d'enfants qui travaillent dans les chaînes de production mondialisées. Elle oublierait une planète qui, de partout, déborde et brûle. Je vais vous le dire avec force, Monsieur le Premier ministre, est-ce vraiment le moment que Bercy, que le gouvernement français demande à Bruxelles de rétablir l'impunité des multinationales quant à leurs responsabilités, alors qu'elles ont un pouvoir souvent supérieur aux États? Monsieur le Premier ministre,
Les directives européennes de devoir de vigilance, comme celles de la comptabilité extra-financière, ne sont pas seulement des fers de lance éthiques et des accélérateurs de la transition écologique, ils sont un bouclier pour notre industrie et pour notre agriculture. Monsieur le Premier ministre, vous savez que l'économie est un fleuve et s'il n'a pas les rives du droit, il ressemble à un marécage. Vous êtes l'héritier, vous en réclamez de Marc Sangnier. Retrouvez-en le sillon à cet instant et aidez-nous à bâtir une Europe productive parce qu'elle sera une puissance normative. Une Europe puissance productive parce qu'elle sera une puissance normative. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la position de la France peut évoluer afin de porter avec fierté la parole humaniste dans la mondialisation plutôt que de s'aligner sur ce qu'il y a pire dans le monde? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Potier, merci de votre intervention qui va nous permettre de clarifier les choses, je l'espère, et pardonnez-moi si je ne cite pas Marc Sangnier dans ma réponse. Je sais que vous êtes porteur d'un texte important en 2017 qui porte votre nom et qui nous a permis d'avancer. On est au confluent de deux objectifs qui sont prioritaires. Le premier objectif, c'est effectivement la transformation écologique énergétique. Et c'est vrai que ces deux textes, CSRD et CS3D, pour donner leur acronyme dans le vocabulaire européen, permettent des avancées parce que rapporter publiquement ce que l'on fait, c'est s'exposer à la pression de la société et donc d'aller dans le bon sens, croyons-nous. Mais en même temps, nous avons un impératif de simplification à un moment où les entreprises européennes sont dans la difficulté et dans une concurrence accrue. C'est pourquoi, sur ces deux textes, nous avons des volontés qui sont en fait assez parallèles. Sur la CS3D qui est déjà sur la CSRD qui est déjà en vigueur et qui s'applique aux grandes entreprises, ce que nous souhaitons, c'est pour les PME et les ETI, nous donner un objectif de simplification pour que cette règle s'applique rapidement, mais de façon plus praticable. Et pour avoir mis en place la CSRD dans une grande institution que j'ai eu l'honneur de diriger jusqu'à récemment, c'est effectivement assez lourd et donc cet allègement, il est nécessaire. Je rappelle aussi que tous les pays européens n'ont pas transposé, donc nous avons un problème de concurrence. Sur la CS3D, on est moins avancé. Nous sommes bien dans l'idée de mettre en œuvre la CS3D. Ne nous méprenons pas. Nous souhaitons que la CS3D soit mise en œuvre, mais nous avons deux sujets, la simplification et que l'adaptation selon la taille des entreprises soit modulée afin que plus l'entreprise est petite, plus la simplification des règles soit applicable et qu'elle leur permette de les mettre en œuvre effectivement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc nous allons bien dans la direction que vous indiquez, mais de façon précautionneuse pour protéger aussi nos entreprises. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, 735 personnes sont mortes dans la rue l'an dernier. 350 000 sont sans domicile fixe, un chiffre en hausse de 6% sur un an et de près de 17% sur 2 ans. Plus de 4 millions de Français sont mal logés. Et parmi ceux qui ont un toit, 30% indiquent avoir eu froid dans leur logement l'an passé. Ces constats sont ceux de la Fondation pour le logement des défavorisés qui présentait hier son 30e rapport sur l'état des mal-logements en France. Or, oui, depuis 8 ans, année après année, notre pays s'enfonce toujours un peu plus dans la crise du logement, avec des réponses des gouvernements successifs qui sont loin d'être à la hauteur. Pour nombre de nos compatriotes qui cherchent à se loger, particulièrement les plus modestes, c'est tout simplement un parcours du combattant. La situation est inédite. Durcissement de la crise de construction, grippage du marché immobilier, effet de l'inflation, aggravation des inégalités. Les files d'attente pour obtenir un HLM s'allongent. Fin juin, l'Union sociale pour l'habitat recensait 2,7 millions de ménages demandeurs. Là encore, les chiffres sont à la hausse, d'autant plus que la production de logements sociaux est au plus bas. Pire résultat depuis 20 ans. Comment pourrait-il en être autrement? L'effort public pour le logement étant tombé à 1,5% du PIB, son plus bas niveau depuis 30 ans. Faute d'être reconnu comme une priorité, le logement a été délaissé. Et en fait, 2024 aura été une nouvelle année de renoncement. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous enfin agir pour résorber le mal-logement? Pour vous répondre, la parole est à la ministre en charge du logement.
Valérie Létard, vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez raison de dire... Ah voilà, je vous ai retrouvé. Vous avez raison de dire que le logement, évidemment, vit un moment de crise inédite. Et ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'est quelque chose que l'on voit arriver depuis plusieurs années avec, vous l'avez rappelé, une augmentation du coût des travaux, des taux d'intérêt qui ont été à la hausse pendant plusieurs années et évidemment un contexte général qui n'a pas favorisé la production de logements et qui a mis notre pays dans une situation particulière. Pour ces raisons, sous l'autorité du Premier ministre, nous avons quand même porté dans ce projet de budget pour 2025 et pour nos ambitions à venir, des éléments qui sont non négligeables, Madame la sénatrice, vous le savez. D'abord en parlant de logement social ou d'accès à la propriété des plus modestes. Un prêt à taux zéro élargi à tout le territoire, dans le neuf, individuel, collectif et en zone détendue dans l'ancien. Nous avons, avec les bailleurs sociaux, une réduction des loyers de solidarité qui va améliorer les fonds propres des bailleurs, conjuguée à une baisse du taux du livret A qui va amener 850 millions d'euros mobilisables pour produire une ambition significative qui sera dévoilée dans les jours qui arrivent, en lien avec l'Union sociale de l'habitat et qui va montrer l'ambition de production et d'agrément de logements sociaux, mais aussi de rénovation qui sera largement à la hauteur des besoins. Il faut que maintenant les bailleurs embarquent la construction avec les collectivités. Dans le domaine de l'investissement privé, vous le savez, nous allons travailler sur une mission sur le statut du bailleur privé pour aider à l'investissement locatif de tous ceux qui pourront, dans la sphère privée, mettre des crédits au service de l'effort de construction. Croyez, madame, que le gouvernement a bien compris la nécessité d'être au rendez-vous et qu'on sera mobilisés. Il y aura aussi, vous le savez, la rénovation thermique des logements sur lequel, grâce au Parlement, le budget sera préservé en autorisation d'engagement. Je vous remercie. Merci. Madame Ferret. Merci, Madame la Ministre, de votre réponse. Mais la France s'enfonce dans la crise du mal-logement. Il y a urgence à agir. Alors vous nous dites, nous voyons cette crise arriver depuis de nombreuses années, mais reconnaissez que les mesures prises depuis 2018 envers les bailleurs sociaux notamment n'ont pas été de bonnes mesures, voire elles ont aggravé cette situation, elles les ont mises en grande difficulté. Et les besoins sont d'une telle ampleur que votre réponse n'est guère rassurante. Pourtant, vous le savez, le logement est déterminant dans la vie de chacun et chacune de nos concitoyens. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Je souhaite vous interpeller sur la première préoccupation des Français, celle qui devrait vous obnubiler, vous et votre gouvernement. C'est celle du pouvoir d'achat, celle de pouvoir vivre dignement de son travail. Alors que la hausse générale des prix depuis 3 ans et l'alourdissement de la facture énergétique n'en finissent plus d'amputer le portefeuille des Français, le pouvoir d'achat et la justice sociale sont les grands oubliés de votre budget pour 2025. Pas de coup de pouce sur le SMIC, ni de revalorisation sur la prime d'activité en faveur des travailleurs modestes, aucune augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Cela alors que 30% de nos compatriotes n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Pendant ce temps-là, les écarts de rémunération s'accroissent. Fin 2024, la famille Mulliez s'est versé 1 milliard d'euros de dividendes grâce au profit de Decathlon, tout en supprimant 2400 emplois chez Auchan. Le patron de Carrefour, qui gagne 426 fois plus que la moyenne de ses salariés, est le symbole de l'indécence des écarts de revenus qui perdurent dans notre pays. Et pourtant, vous refusez toujours de remettre en place un ISF, d'augmenter le taux de la flat tax et de taxer les super dividendes. Quand allez-vous prendre la mesure de la crise sociale qui sévit dans notre pays? Quand allez-vous agir concrètement pour augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge du commerce, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire. Madame Louwagie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chantrel, vous évoquez le pouvoir d'achat des Français. Il y a un élément important, c'est déjà d'avoir un budget
pour apporter une réponse à ce pouvoir d'achat des Français. Je vous assure, mesdames et messieurs les sénateurs, ce budget va permettre une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. À défaut de budget, il n'y a pas de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Je veux également, en termes de pouvoir d'achat, vous indiquer un point qui est effectif depuis quelques jours, c'est le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité qui va baisser dès le 1er février, dont les Français vont pouvoir le constater dans quelques jours. Rappelez également que nous avons eu effectivement une inflation relativement importante ces dernières années, mais que l'inflation devrait être de 1,4% en 2025, alors que les salaires devraient augmenter de 2,8%. Voilà quelques éléments en faveur du pouvoir d'achat. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, nous devons nous engager également, parce que c'est un point, à réduire notre déficit. Et c'est l'objet en tout cas du budget qui est proposé par le gouvernement, avec un déficit dont l'objectif est de ne pas dépasser 5,4% en 2025. Au travers de ce déficit, je voudrais indiquer que l'État y prend toute sa part, puisque les dépenses de l'État vont baisser de 2% en valeur en 2024, et c'est une situation inédite depuis 25 ans. L'État y prendra toute sa part avec un budget d'efficacité et non pas un budget d'austérité avec du rabot aveugle. Je voudrais également dire que ce budget, c'est également le fruit d'un compromis qui s'est établi ici entre les sénateurs et les députés. Je veux saluer tout le travail des députés, notamment du rapporteur Jean-François Husson, puisque c'est ce budget, oui, mesdames et messieurs, c'est ce budget, c'est cette situation de compromis qui va permettre à la France d'avoir un budget. Et là, c'est une urgence pour répondre également à cette question du pouvoir d'achat des Français. Je vous remercie. Monsieur Chantrel. Madame la ministre, vu que vous êtes et votre gouvernement à court d'idées, je vais vous donner un exemple près de chez nous qui est en Espagne. C'est celui du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez qui, lui, a augmenté le SMIC de 61% en 7 ans et qui a vu son taux de croissance pour l'Espagne être multiplié par 3 par rapport à notre pays. D'ailleurs, je rappelle justement le ministre de l'économie qui lui-même, quand il était directeur de la Caisse des dépôts, disait que le capitalisme est déréglé et la répartition des richesses est trop divergente par rapport à ce qui revient au capital. Il est temps maintenant d'agir pour résoudre la crise sociale dans notre pays. Merci. Faut-il que tout change pour que rien ne change ? Sous couvert d'un choc de simplification pour renforcer la compétitivité, la Commission européenne travaille depuis aujourd'hui à faire reculer la lutte contre le réchauffement climatique et la défense des droits humains et sociaux. Ce n'est pas une mince affaire. Simplifier, oui, mais simplifier, ce n'est pas déréguler. Simplifier, ce n'est pas renoncer. Les appels à démanteler le pacte vert, ce coupable idéal, se multiplient, se faisant ainsi l'écho des positions de Donald Trump, qui veut sortir les États-Unis de l'accord de Paris, qu'il requalifie d'escroquerie rien que ça. Ce pacte vert, ce n'est pourtant rien d'autre que notre stratégie européenne pour une croissance durable, la seule possible. Pourquoi renoncer ? Pourquoi le choc de simplification devient-il un acte de dérégulation en matière environnementale et de droits humains ? Le règlement européen sur la déforestation a été reporté. La France, par son commissaire européen Stéphane Séjourné, prend sa part en demandant la suspension de 2 directives essentielles. Le devoir de vigilance, la CS3D, et la CSRD. Si leur mise en œuvre a un coût, le coût de l'impréparation sera plus grave encore. Ces règles sont pourtant les symboles d'une Europe puissante, capable de fixer des normes d'accès à son marché, qui permettent d'appliquer à des leaders étrangers de la fast fashion, par exemple, nos normes. Des organisations patronales, professionnelles, des ministres, mais aussi des multinationales les défendent. Un moratoire est pourtant évoqué. Mais le moratoire, c'est l'antichambre du renoncement. La France va-t-elle renoncer à tenir son rôle en Europe en faveur de la transition écologique ? Allons-nous faire comme si le défi climatique n'était pas un sujet, alors qu'il se rappelle à nous tous les jours ? À qui rendrons-nous service en reculant ainsi ? Pour vous répondre, la parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée en charge du commerce et de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marion Canales, votre question, elle me permet de clarifier la position du gouvernement sur 2 textes essentiels que vous avez cités.
dans les efforts à conduire pour plus de durabilité et de justice dans notre société. Je veux rappeler l'historique de ces textes. La France a porté ses combats à Bruxelles pendant la présidence du Conseil de l'Union européenne en 2022 et vous dire que notre ambition est inchangée. Pour autant, il existe une voie pour améliorer encore ces textes, pour faire en sorte de les rendre plus simples sans renoncer à l'ambition qui est la nôtre, pour aussi les proportionner en fonction de la taille des entreprises. Je pense que la notion de proportion est importante. Nous ne pouvons pas demander la même chose à un groupe coté et à une PME, et ça, je pense que vous pourriez être d'accord avec moi. Et pour être plus précise sur les deux textes dont vous avez fait état, en ce qui concerne le devoir de vigilance, nous voulons simplifier le texte en prévision de sa mise en œuvre, et l'objectif principal est de préserver les PME et les ETI, poumons de la croissance et de l'innovation en Europe. Et nous proposons que ces obligations visent les entreprises à partir de 5 000 salariés, ce qui correspond d'ailleurs au seuil de la loi française. En ce qui concerne la CSRD, durabilité, notre philosophie est la même. Nous proposons pour les ETI entre 250 et 1 500 salariés, nous poussons pour un régime allégé vis-à-vis de ces entreprises, c'est-à-dire nous poussons le dispositif, mais avec moins d'indicateurs que ce qui est prévu aujourd'hui. En ce qui concerne les grandes entreprises, nous proposons le plafonnement du reportage dans la chaîne de sous-traitance et l'alignement sur les obligations simplifiées applicables aux PME cotées. Il ne s'agit aucunement de renier nos principes ou nos valeurs, mais d'assurer l'efficacité de ces textes, préserver la compétitivité également de nos entreprises et encore établir de la proportion entre la nature des normes et la taille et la dimension de nos entreprises. Je vous remercie. Madame Canales. Qu'il me semble loin le temps où Emmanuel Macron bombait le torse face à Donald Trump en disant « Make our planet great again ». Aujourd'hui, madame, nous cédons, nous sommes en train de céder. Nous avons encore la possibilité de ne pas céder. Nous avions été les premiers à transposer ces directives. Et ces directives, elles contenaient déjà l'entrée progressive pour les entreprises dont vous avez parlé. Ne cédons pas. Un sursaut au niveau de l'Union européenne ne ferait pas de mal.